Répondre à la demande toujours plus pressante d'un habitat décent pour le plus grand nombre, voilà un sujet enthousiasmant pour de futurs architectes. Et les étudiants de l'école d'architecture de Paris-Île-de-Seine ne s'y sont pas trompés. Ils se sont saisis de cette opportunité qui était de penser la fondation d'une ville quasiment ex nihilo. Suite à quelques lectures appropriées, nous nous sommes convaincus d'entrer dans ce vaste sujet par un exercice que nous avons appelé la brique. La brique, c'est bien évidemment le quartier. Mais en le dénommant ainsi, nous souhaitions que celui-ci puisse être compris comme l'élément à partir duquel nous serions en mesure de fabriquer un ensemble ville. La brique, de ce fait, devait répondre à deux exigences. La première, trouver sa cohérence interne, s'organiser autour d'un espace public à son échelle. La seconde, être capable, en se dupliquant, de ne pas simplement s'additionner, mais de produire, au moyen de combinatoires intéressantes, des hiérarchies et des liens pour sentir la présence de l'unité supérieure de la ville, organisée et animée par ces axes majeurs. Pour définir le programme de la brique, nous nous sommes tournés vers l'unité villageoise, fondée sur le triangle que nous avions identifié dans les villages existants, l'édifice cultuel, l'école et le marché. Nous avons également considéré que les propositions, pour faire sens, devaient être élaborées à partir d'une réflexion sur l'économie de moyens, sur la place de l'autoconstruction, sur la prise en compte déterminante du cycle de l'eau dans la fondation d'une ville. Ceci pour prétendre à une posture responsable face aux défis lancés ici. Pour que la restitution de ce travail soit équitable, nous avons imaginé ce film où chacun des étudiants pouvait, en 30 secondes, vous faire part d'un élément caractéristique de son travail. On connaissait très peu de choses sur les modes de vie, sur les conditions culturelles et sur les conditions matérielles de Songon. Alors j'ai demandé à la ville, comme si elle était une identité, pourquoi est-ce qu'elle voudrait exister en ce lieu? C'est-à-dire pourquoi est-ce que des hommes choisiraient de s'installer à cet endroit-là? Et ensuite, dans un second temps, comment est-ce que la ville pourrait leur rappeler cette décision qu'ils ont prise de s'installer à cet endroit-là? Le long du golfe de Guinée, la côte elle est longue, brutale et monotone, et de temps en temps il y a des lagunes qui s'ouvrent ponctuellement sur l'océan, et c'est à cet endroit-là que les grandes villes de l'Ouest africain se sont installées. Alors Songon est comme la tête de ces grandes villes africaines qui se développent sur un axe est-ouest, et Songon est installée sur la lagune ébriée, et c'est elle qui fait l'identité de la ville. Alors le projet essaye sans cesse de rappeler cette identité, c'est-à-dire il développe un axe est-ouest qui est tangent à la lagune, et voilà, toujours l'homme doit garder en tête la raison pour laquelle il s'est installé ici à Songon, c'est-à-dire la lagune ébriée. Nous avons tenté de trouver les limites de Songon, c'est-à-dire quand nous empruntons la route qui mène d'Abou à Abidjan, quand est-ce que nous savons que nous sommes à Songon et quand est-ce que nous savons que nous quittons Songon. Tout cela finalement pour éviter que Songon ne soit un quartier d'Abidjan, mais bien au contraire une ville avec son identité propre. Et pour cela, nous avons regardé dans les éléments qui existaient déjà, dans la topographie, dans les éléments naturels, et en regardant précisément cette topographie, nous avons aperçu la présence de talweg. Les talweg, c'est-à-dire des zones basses où les eaux s'accumulent, des zones inondables. Ce sont des villes puisque les gens ne s'y installent pas naturellement. Et à Songon, il y a deux talweg, un à l'est et un à l'ouest, qui forment les limites de la ville. La lagune, quant à elle, forme la limite sud de la ville, ce qui nous laisse à penser que Songon ne peut se développer que par le nord. Et qu'il s'agit de trouver un moyen pour réguler, pour maîtriser cette expansion, tout en évitant que la route qui mène de Dabou à Abidjan ne s'engorge. J'ai imaginé un axe de développement urbain pour la ville de Songon à partir de la théorie de l'architecte japonais Maki à propos de ce qu'il appelle les liaisons de la forme collective.
J'ai donc pensé la ville comme une figure d'événements et de combinaisons. Dans ce schéma, les événements seraient ce qu'on pourrait appeler les briques de 5000 habitants environ, et les combinaisons ou liaisons, ce qui se passe entre ces briques. C'est ce programme directeur que j'ai principalement travaillé pour penser l'évolution de la ville, pouvant aller à peu près jusqu'à 100 000 habitants. La solution que j'ai trouvée est un schéma en rayonnement qui permet d'une part d'éviter les zones inondables, donc de réserver les bords de la lagune pour le développement de zones récréatives par exemple, mais cela permet aussi de mettre en relation la ville nouvelle émergente avec les villages existants. Ces villages seront pensés comme des entités au même titre que la brique, dans son dimensionnement, son type ou sa nature par exemple. La trame est donc pensée en fonction des axes, mais aussi de canaux créés pour résoudre les problèmes d'inondation. Le programme de planification est un peu à l'image du Finger Plan de Copenhague, c'est-à-dire qu'il autorise le développement urbain autour des axes de transport exclusivement, et il permet entre ces axes, des espaces réservés aux zones agricoles qui favorisent l'emploi local et les activités commerciales. Cela permet aussi de limiter la planification urbaine dans l'espace et dans le temps. Le village Saint-Gondag-Bay est situé entre les routes principales, la lagune et la gare routière. La nouvelle ville se développera autour de cet endroit, depuis la lagune jusqu'à la route, puis vers le nord. Des ceintures vertes délimiteront les nouveaux quartiers, et chaque quartier doit garantir de préserver des zones d'espace public et des zones vides, à côté des zones de construction. Pour donner à cette ville son identité, j'ai essayé de ramener la lagune dans le centre par un canal qui va connecter le village existant avec le quartier central. Cette connexion se fera visuellement en gardant cet axe libre, puis le canal sera creusé tant que pont naturel qui fera échapper les eaux pluviales, et ce canal pourrait être développé plus tard avec des écluses pour ramener des bateaux jusqu'au marché dans le centre. Un nouveau centre-ville de 25 000 habitants se développe autour de la gare de Dagbe. Ce centre-ville est divisé en 4 zones. Un quartier administratif, un quartier d'affaires, un quartier résidentiel et un quartier agricole. Chacune de ces 4 zones est constituée de blocs de 240 mètres par 500 mètres. Les blocs suivent une même trame régie par une avenue principale au centre et des rues adjacentes ou parallèles à celle-ci. Ainsi, 2/3 de chaque bloc est utilisé pour accueillir du logement et le tiers restant est consacré à l'activité spécifique du quartier. Ce tiers restant de 170 mètres par 240 mètres peut également accueillir de grands équipements qui dépassent l'échelle de la ville, tels qu'une université, un parc ou un stade. Ainsi, la composition du bloc peut évoluer pour s'adapter aux besoins de la ville. La région de Sonko en Côte d'Ivoire est connue pour ses inondations importantes lors de la saison des pluies et ses aloueilles, prenant certaines zones inconstructibles. Le concept principal de mon projet est la ville à l'urbanisme résilient aux inondations, qui adapte et intègre l'aléa dans son fonctionnement tout en lui donnant une image positive aux habitants. Ainsi, chaque quartier est composé de 3 types de circulation distincts qui répondent chacune à un niveau d'inondation. Premièrement, une circulation piétonne principale à l'intérieur de chacun, bordée de canaux d'évacuation d'eau pluviale qui permettent de desservir les habitations et divers équipements. En deuxième lieu, 2 promenades lentes à travers les jardins semi-privés inondables et les water plaza qui peuvent servir en tant que bassin de rétention d'eau. Et dernièrement, une voie de circulation rapide en périphérie du quartier qui permet une évacuation rapide des habitants lors d'une situation trop risquée. Le quartier continue ainsi à vivre sans perturbation lors des inondations et donne une image positive de l'eau. Alors, j'ai décidé d'aborder ce travail sur le thème précis du quartier et donc de la brique à toutes les échelles internes que ça comprend. L'élément de la brique multiplié et répété a, je pense, le potentiel pour être un vrai vecteur de diversité et de richesse, générateur de situations au sein de la ville. Pour ça, j'ai utilisé la référence au vernaculaire
et à travers un regroupement spécifique de maisons au sein de l'îlot, au sein de la brique, à différentes échelles. Donc, on a d'abord l'unité de voisinage, qui est en fait ces divisions au sein de la brique, qui représente en fait l'îlot, qui est divisé lui-même en regroupement de maisons autour d'un système d'agriculture urbaine qui permet une centralité et une intimité, une progression qui va participer à une progression des degrés d'intimité, un changement progressif de ces degrés d'intimité de la maison, donc l'unité la plus intime, jusqu'à la rue, au boulevard, qui est l'élément extérieur à la brique. Et tout cela va aussi permettre de révéler une diversité à travers un parcours et également grâce à une variété programmatique. Alors la ville de Sangon ne possède pas de système de traitement des eaux usées, donc j'ai décidé d'axer mon projet sur la thématique des eaux usées. Il fallait trouver une solution peu coûteuse et écologique pour être un peu dans l'air du temps. C'est naturellement que la phytoépuration s'est imposée. C'est un système en fait d'épuration par les plantes. L'eau doit passer dans 3 bassins plantés pour être complètement épurée. Mon projet a été de créer une brique qui serait un système d'épuration en elle-même. Donc en fait, chaque habitation possédait le premier bassin d'épuration. Ensuite, chaque quartier mettait en commun leur eau pour le deuxième bassin. Et un ensemble de quartiers formait le 3e bassin d'épuration. La brique, pour finir, était entourée d'une sorte de green belt qui regroupait les cultures en fait, pour nourrir la ville. Et l'eau qui était ainsi épurée venait irriguer les champs qui étaient autour. La structure du quartier s'est basée sur 2 axes majeurs qui se croisent, formant 4 entités plus petites. Au cœur de ces entités, l'idée était d'associer une réflexion sur le traitement des eaux usées des habitants à l'usage des équipements du quartier, comme le dispensaire, l'école, les lieux de culte ou la place du marché. La réflexion s'est ensuite portée sur le type de logement. Fallait-il penser que du logement individuel ou était-il possible d'imaginer un petit logement collectif capable d'instaurer une autre échelle dans le quartier ? C'est ce que nous avons voulu faire en travaillant un logement collectif de 2 étages avec au rez-de-chaussée du commerce en forme de L et qui viendrait cadrer les 4 entités de la brique. Le reste des habitations est donc du logement individuel installé en périphérie d'îlot pour créer une vraie rue tenue par les maisons qui libère ainsi les cœurs d'îlots capables d'être occupés par les habitants dans lesquels on retrouve des bassins permettant la récupération des eaux de pluie en cas de forte précipitation. Donc, la maison individuelle a été pensée sur un plan carré, donc de 10,5 mètres de côté, construite en périphérie d'îlot. Donc en forme de L, elle permet de créer sur la parcelle un jardin individuel pour chaque logement. Donc elle est construite au départ en rez-de-chaussée et une extension est possible à l'étage dans l'orientation voulue, ce qui permet, une fois les maisons mises côte à côte, de créer une façade sur la rue qui varie. Les logements collectifs sont hauts de 2 étages. En rez-de-chaussée, on trouve les commerces habités sous une galerie. Les logements étaient pensés sur le même plan que les maisons individuelles, avec la même réflexion sur la question de l'espace extérieur privé, même dans un appartement. Dans son texte, Les 3 paradigmes de la forme collective, l'architecte Fumiko Maki évoque la limite des 5 étages, et c'est la limite à partir de laquelle on perd tout contact avec le sol. C'est la distance à laquelle la mère ne peut plus appeler son fils qui joue en bas dans la rue ou l'autre ne voit plus le visage de son ami qui arrive. Et ce projet se rend donc sur la création d'une nappe de logement basse de 7 mètres de hauteur maximale et qui s'articulerait avec les volumes plus hauts des édifices publics et des logements collectifs. Et le module de base de cette nappe, c'est une habitation pour 5 personnes qui s'articule autour d'un patio. Et au sein de cette nappe, les éléments en porte-à-faux des étages supérieurs des maisons s'articulent pour créer un réseau de venelles piétonnes partiellement couvertes.
et qui crée aussi un réseau de récupération des eaux pluviales. Donc mon projet consiste principalement à l'élaboration d'un système de logement qui puisse être répété à grande échelle sans installer une trop grande monotonie au sein des quartiers. Donc, cette problématique associée aux besoins d'économie de moyens dans notre contexte m'a mené à penser que je pouvais intégrer l'autoconstruction dans la base de mon projet. Donc, en fait, une maison est composée d'une parcelle et d'un noyau bâti solide qui comprend les espaces humides de la maison et l'escalier. Donc, en fait, les parties les plus compliquées à construire pour les habitants. Et ensuite, elle fournit également des murs structurels durs sur lesquels les habitants viennent s'appuyer pour construire les extensions de leur maison, qui va permettre de vraiment personnaliser leur habitat. Donc, dans une façade de quartier, on va trouver à la fois la constance dans la répétition du volume bâti à l'origine et de la diversité grâce à l'autoconstruction, notamment à travers la liberté de choix de matériaux des habitants. Et ensuite, les maisons sont assemblées dans un système de bandes organisées autour de ruelles et de placettes de quartier. Et ces bandes sont agencées de manière à fournir de manière efficace une structure urbaine pour garantir des espaces publics confortables dans les quartiers. Dans ce projet, j'ai voulu m'intéresser à un matériau local qui est la brique de terre compressée. C'est un mélange de latérite, de ciment et de sable qui, une fois mélangés, sont introduits dans un moule puis compressés à une pression de 150 bars. C'est un matériau qui ne nécessite aucun four traditionnel qui demanderait combustible ou électricité. C'est un séchage, une cuisson totalement naturelle avec de l'eau et du soleil. Il présente beaucoup d'avantages, notamment un avantage thermique qui permet une différence de chaleur de 8 degrés entre intérieur et extérieur, qui donc ne nécessite pas l'installation de climatisation, ce qui est très écologique. C'est également très économique puisque une brique ne coûte que 50 centimes et un mètre carré de mur représente 40 briques. Par ailleurs, la structure des constructions se compose d'une toiture qui est surélevée, qui permet une ventilation de la construction de manière à ce que les rayons du soleil ne touchent pas à la structure. Donc, par rapport à mes camarades, j'avais peut-être plus de chances de connaître mieux les conditions socio-économiques et climatiques de cette région de Sangor. Donc, on peut constater que les tours d'habitation qui ont été construits à Abidjan dans les années 80 sont aujourd'hui délaissés par les habitants qui préfèrent une manière d'habiter beaucoup plus communautaire. Donc, pour notre projet, il était judicieux de réfléchir sur des formes urbaines qui soient plus denses, mais qui intègrent à la fois les modes de vie des habitants. Donc, nous avons proposé des simplex en rez-de-chaussée pour les ménages de taille petite et moyenne et des duplex pour les ménages de grande taille. Et tous ces logements ont chacun soit une cour ou une terrasse pour la vie familiale. Et l'ensemble de ces logements s'organise autour d'une grande cour qui est le lieu en fait de pratiques communautaires où on peut faire le jardinage, où il y aura la fontaine d'eau, où il y aura peut-être l'épicerie, donc pour cette vie vraiment communautaire.